Alors, mon super logo, les 3 barrettes, en fait, c'est des barrettes de capitaine. Parce que, voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Ces techniques de renseignement qu'on m'avait enseignées dans l'armée, il était possible de les transposer dans la vie quotidienne, que ce soit au travail ou à la maison. Pour moi, la base de la communication, c'est vraiment l'écoute. Qui est-ce qui a vu une jeune femme? Qui est-ce qui a vu une vieille femme? Donc ça, c'est l'exemple visuel. Maintenant, pour la partie orale, les poules étaient sorties dès qu'on leur avait ouvert la porte. Quand on regarde une photo de groupe dans laquelle on est, qui est-ce qu'on regarde en premier? On regarde sa gueule. 2 phrases que j'aime beaucoup. Quand on parle, on plaît parfois, et quand on écoute, on séduit toujours. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup, c'est « on écoute plus pour répondre que pour comprendre ». Et ça, c'est ce qui tue la communication. Pouvoir du silence. Vous savez, dans une discussion, je suis sûr que il vous est déjà arrivé un truc. À la fin d'un entretien, vous sortez de l'entretien et vous dites « mais pourquoi j'ai raconté ça ?» Et en fait, ça, c'est votre cerveau qui stresse. Et en fait, ça, c'est pour permettre de laisser l'autre reprendre la conversation tout seul. Deuxième chose, regardez dans les yeux. Alors quand je dis aux gens de regarder dans les yeux, les gens disent « ok, super, c'est un scoop ce que tu nous donnes. Regardez dans les yeux, on le sait tous. Très bien. » Mais en fait, ce n'est pas vraiment regarder dans les yeux que je vous dis. C'est regarder la couleur des yeux de la personne avec qui vous parlez. Les expressions magiques. Il y a un certain nombre d'expressions qui permettent d'avoir une écoute active et de permettre à l'autre de dire ce qu'il a à dire. Parce que finalement, l'important dans la vie, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, de pouvoir analyser correctement ce qui se dit, et de pouvoir formuler correctement des messages, et que les messages aient un impact. Ok, les différents points, il y en a 6 points de renseignement conversationnel qui vous permettront, avec des petites techniques, d'améliorer la façon dont vous allez écouter les autres. N'hésitez pas à faire le test dans les jours qui vont venir, j'en assume la totale responsabilité. Vous allez voir, le fait de se focaliser sur l'écoute des autres, sur le fait de laisser les autres parler, ça provoque des choses juste extraordinaires. L'art de parler, en fait, je vous ai raconté une histoire, et en fait, il a été prouvé scientifiquement que le fait de raconter des histoires, donc là, je vais vous faire un chapitre sur comment raconter des histoires. C'est pas mal, vous êtes venu à une formation jeudi soir pour que je vous apprenne à raconter des histoires. C'est bien. Le fait de raconter des histoires, ça a été prouvé scientifiquement que ça fait appel au cerveau, que ça fait appel aux tripes, que ça fait appel au cœur. Ça fait appel au sens, ça fait appel à plein de choses, beaucoup plus de choses qu'une leçon de morale. Et en fait, la personne, elle va retenir beaucoup plus l'histoire que vous allez lui raconter, et donc imprimer beaucoup plus le message que vous allez pouvoir faire passer, que si vous lui avez fait une leçon de morale en rappelant le règlement. Il faut savoir donner des choses qui permettent à l'autre de ressentir et de se mettre dans votre situation. Si vous arrivez à faire en sorte qu'il se mette dans votre situation, vous avez tout gagné parce que non seulement il va retenir l'histoire, il va s'être mis dans cette situation, donc il va finalement, par association, c'est comme si lui aussi il avait vécu cette histoire. Et du coup, la morale que vous allez donner, elle aura beaucoup plus d'impact. Ok ? Mon trip, ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est de comprendre la façon dont fonctionnent les autres, c'est d'essayer de savoir quels sont les mécanismes qui permettent de comprendre des actions, et ensuite pour pouvoir avoir un discours qui puisse avoir un impact. Mon objectif, et ce qui me passionne, en fait, c'est de faire grandir les gens. Mais en fait, pour pouvoir faire grandir les gens, il faut essayer de les comprendre. Et en fait, ces techniques d'influence, ça permet de comprendre ce qu'on appelle des leviers émotionnels. Alors, le premier levier émotionnel, c'est la réciprocité. L'Éthiopie, c'est un autre exemple qui est un exemple historique, lui. En 85, il y a eu une grande famine en Éthiopie qui a fait que l'Éthiopie a été obligée il y a toute l'aide mondiale qui est venue et qui s'est centralisée sur l'Éthiopie parce qu'il y a eu une famine. Et il s'est trouvé qu'il y a quand même de l'aide humanitaire qui est partie d'Éthiopie et qui allait vers le Mexique. Alors celui qui s'est aperçu de ça, il s'est dit mais comment ça se fait? Les Éthiopiens, ils ont perdu la tête, ils sont en train de mourir de faim et il y a de l'aide humanitaire qui part d'Éthiopie et qui va au Mexique. Ça se passait en 85. Et en fait, il faut savoir qu'en 1935, soit 50 ans avant, il y a le Mexique qui est venu en aide à l'Éthiopie pour se débarrasser des Italiens qui les avaient envahis. Et en 85, en même temps que ce qui s'est passé en Éthiopie, il y a eu un tremblement de terre au Mexique. Et comme les Mexicains leur étaient venus en aide 50 ans avant, ils sont venus en aide aux Mexicains 50 ans après, alors qu'eux-mêmes étaient dans la merde. Donc ce principe de réciprocité, il est valable tout le temps. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne veux pas demander des services à quelqu'un parce qu'après, je ne veux pas être redevable. »
C'est ça. Souvent, il y a des mécanismes comme ça. Et en fait, ils font appel tout à fait à ce principe de réciprocité. Mais en fait, le problème, c'est que cette vision des choses, elle est complètement biaisée. Pourquoi elle est biaisée? Parce qu'en fait, moi, si il y a quelqu'un, si Tahatini vient me voir et il me demande de l'aide, il me demande un service, eh ben, ça me fera plaisir. Parce que ça montre que lui, il m'accorde de la valeur. Et il dit, je te demande ça parce que je sais que toi, tu pourras le faire ou tu pourras débrouiller ma situation. Donc en fait, concrètement, quand il me demande un service, il me dit, Teva, tu as de la valeur. Tu as de la valeur et tu es un mec sur qui je peux compter. Ok, je te demande un service. Et, voilà. Et en fait, si après, je reviens vers lui et je lui redemande un autre service, ce ne sera pas parce qu'il m'aura demandé un service, mais ce serait parce que quand il m'aura demandé ce service, on aura échangé, on aura discuté, j'aurais appris à mieux le connaître, je saurais quels sont, il me dira, ah ouais, bah là je fais ça, je fais tel truc, il me dit, ouais, c'est vrai que c'est une galère, on aura échangé sur un service que je lui aurais rendu, mais du coup, j'aurais appris à mieux le connaître. J'aurais appris à mieux le connaître et à connaître du coup ses qualités. Et du coup, si jamais moi il y a un truc où j'ai besoin d'être dépatouillé et que je me dis, ah tiens, je me souviens que Tahatini, lui, il était super à l'aise là-dedans, ben, je vais faire appel à lui. Non pas parce que je lui ai rendu un service, mais parce que je lui aurais rendu service, je lui aurais appris à mieux le découvrir, j'aurais appris à connaître mieux ses qualités, et du coup, je fais appel à lui en toute simplicité. Mais quand je rends un service, moi, c'est pas juste pour qu'on me rende un service après. Non, je m'en fous. Ça me fait juste plaisir, si j'accepte, ça me fait juste plaisir parce que ça me met en valeur. Ça dénote une certaine valeur de ma part. Voilà. La cohérence. Il y a 77% des enfants qui ont été menacés 6 semaines auparavant qui jouent avec le jeu, donc 77%, alors que ceux à qui on a fait appel à la cohérence, il n'y en a que 33%. Donc si jamais vous avez des enfants un jour, il vaut mieux leur expliquer les choses et faire appel à leur cohérence et leur dire que c'est des bons enfants et qu'ils font voilà, et que c'est pas bien pour ça, pour expliquer les choses, plutôt que d'interdire, parce que l'interdiction, ça marche pas. Ça marche 2 fois moins, ça marche un petit peu, mais 2 fois moins. Donc en fait, l'explication et l'appel à la cohérence, c'est hyper puissant. Voilà. Vous savez, quand vous allez dans une animalerie, où il y a des petits chiots qui vous regardent avec des yeux comme ça, ou des petits chats, alors là c'est juste affreux, là, les petits chats, voilà. Et en fait, le vendeur là, de ce genre d'animalerie, il dit « Ah, mais vous pouvez le prendre chez vous juste quelques jours et puis vous le ramenez si jamais ça ne vous convient pas. » Mais en fait, essayer le chiot, c'est chez soi, c'est juste pas possible. On est obligé de l'adopter. Il vient à la maison, il est tellement mignon, on s'attache. C'est sûr, à 99%, jamais on ramène le chiot. Donc on achète le chiot. Et si jamais il y a un problème, si jamais ça ne va pas, vous revenez avec, il n'y a pas de problème, je vous le reprends, je vous rembourse. Mais jamais, il n'y a personne qui va revenir avec le chiot. Ça s'appelle la technique du chiot. Prenez le chiot chez vous. Et ça, cette technique, ça peut être fait dans votre job. Essayons juste une fois. Vous avez quelque chose à faire accepter à votre chef, un projet, une idée, et vous vous sentez réticent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est pas mal, puisque en fait, vos entreprises, elles ont payé pour que vous soyez là, et je leur explique comment vous allez faire en sorte de… Voilà. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire, voilà, je vous propose tel truc, et en fait, si vous sentez des réticences, vous dites, non, mais je vous propose d'essayer juste une fois. D'essayer juste une fois, ça ne coûte rien, c'est moi qui prends toute l'initiative, on le fait juste une fois, ça n'engage à rien. Et le fait de le faire une fois, ça fait jurisprudence pour toutes les autres fois. Si jamais ça ne marche pas, après, vous pouvez dire ça va fonctionner, et puis voilà. Mais si vous voulez continuer après, si vous voulez instaurer quelque chose, le faire une fois, c'est la technique du chiot. Le chiot, prenez-le chez vous, et là, c'est clair et net. C'est exactement la même chose. La preuve sociale, bon, on la connaît tous. La preuve sociale, c'est, lui, il parle de rire préenregistré. On a tendance à rigoler plus facilement à un truc qu'on écoute, sur lequel il y a des rires préenregistrés. Ça, c'est statistique. Et puis, au 19e siècle, c'était un job qui était rémunéré dans les journaux. Ça s'appelait la claque. Aller faire la claque à un spectacle. Il y a des gens qui étaient payés dans les salles de spectacle, payés, hein, pour aller applaudir. Et il y avait des moments où il fallait qu'ils applaudissent. Et ensuite, les gens aiment ce qui leur est familier. Vous savez qu'en fait, votre vraie gueule, là, celle que je vois moi, celle que tout le monde voit quand on vous croise dans la rue, en fait, ce n'est pas la figure que vous avez l'habitude de voir. Parce que la figure que vous avez l'habitude de voir, c'est celle que vous avez l'habitude de voir dans un miroir. Donc c'est vous en inversé. Et pour le prouver, ça, on prend une photo de votre gueule et on vous imprime 2 exemplaires. La photo telle que moi je vous vois et la photo inversée. C'est-à-dire que comme dans avant il y avait des films, des microfilms, là, comme pour les diapositives, on pouvait les regarder dans un sens ou dans l'autre sens. Et bien on imprime les 2 parties de la photo, soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Et il y a un sens qui est celle avec laquelle je vous vois et un autre sens, celle avec laquelle vous voyez dans le miroir. Celle qui est inversée. Et je vous demande de choisir quelle est la photo que vous préférez. Et je demande à votre femme de choisir, ou de votre conjoint, la photo qu'elle préfère ou qu'il préfère.
Et bien vous allez choisir une photo et votre conjoint il va choisir l'autre photo. Parce que vous avez l'habitude de vous voir dans la glace, vous allez choisir la photo inversée, et votre conjoint il a l'habitude de voir votre gueule comme ça tous les jours en face à face, il va choisir la photo en vrai. Voilà. Donc on a l'habitude, les gens aiment ce qui leur est familier. Ah, l'autorité. Est-ce que vous connaissez l'expérience de Milgram? Ça, c'est une de mes expériences favorites, c'est juste hallucinant. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 95% des gens qui appuient jusqu'au dernier bouton de danger de mort. Vous, comme moi, parce qu'il y a un mec en blouse blanche qui dit, même pas qu'il est médecin, mais comme je vois la blouse blanche, je vois l'autorité blouse blanche, je fais ce qu'on me dit. Moi, je suis payé pour être appuyé sur des boutons. Et pourtant, qui est-ce qui va tuer le bonhomme? Eh bien, c'est celui qui est derrière la console et qui appuie sur les boutons. Parce que vous avez appuyé sur un bouton de décharge électrique mortelle que vous allez tuer le mec d'en face. Ce n'est pas le mec qui vous donne l'ordre, c'est vous qui appuyez sur le bouton. 95% des gens appuient jusqu'au bouton, dernier bouton. La blouse blanche, c'est juste phénoménal. Vous mettez une blouse blanche et vous allez dire des choses aux gens. Les gens vous croient. Parce qu'ils voient en vous l'image du toté, l'image du médecin, l'image de l'autorité. C'est affreux. C'est affreux. Soumission à l'autorité. Donc, en fait, ça, pourquoi il faut en être conscient? D'une part, parce que c'est affreux, et parce qu'on peut vous faire des choses que vous ne voulez pas faire. Les 95% des gens, ils ne veulent pas tuer d'autres personnes. Et pourtant, ils l'ont fait. Et en fait, il se trouve que ce n'était pas des vraies décharges qui étaient faites dans l'expérience, c'était un mec qui était en train de simuler, c'était un acteur qui était payé pour ça, et qui simulait des décharges, et le mec il est en train de hurler. Et pourtant, les gens, ils continuent, il ne connaît pas, il n'avait pas la réponse, puis on augmente, c'est affreux, affreux. Donc ça c'est le principe de rareté, dès qu'on vous dit que vous n'avez pas quelque chose, vous allez vous accrocher pour pouvoir l'avoir. Et les biscuits, alors il y a une expérience qui a été faite sur la qualité des biscuits de qualité. Et il se trouve que quand on présente des biscuits, vous savez les gros paquets de biscuits, voilà. Si vous présentez ce gros paquet et vous demandez aux gens de goûter, donnez la qualité du biscuit. Et que les mêmes biscuits, vous les présentez dans une assiette où il y a un biscuit. Et bien en fait, les gens vont noter le biscuit de manière beaucoup plus qualitative quand il est présenté juste avec un seul biscuit. Parce que si on vous donne qu'un biscuit, c'est que pour le goûter, on aurait pu vous donner le paquet, mais là on vous donne qu'un biscuit. C'est qu'il doit être cher et donc il doit être bon. Le résumé et ma conclusion, c'est savoir écouter pour calibrer son message et avoir plus d'impact dans son entourage.